Je réagis à votre dernier propos. Le libre-échange, comme son nom l'indique, c'est une liberté totale des échanges. Quand on signe un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est pour abattre 99% des droits de douane qui existent entre les deux, qui va permettre à l'Allemagne d'exporter ses berlines sans droits de douane et à la France et à l'Europe d'accueillir les produits du Mercosur sans aucun droit de douane. Alors renseignez-vous sur ce qu'est la théorie du libre-échange et ensuite on en parle. Ça, c'est la première chose. Vous n'allez pas m'apprendre ce qu'est le libre-échange. Je vous donne un exemple. Le CETA, dans le CETA, il y a plein de dispositions du CETA qui imposent les réglementations sanitaires. Mais ça ne veut rien dire. Bien sûr que si. Non, ça veut rien dire. Bien sûr que si. N'importe quel produit canadien ne peut pas rentrer en Europe, monsieur. N'importe quel produit canadien ne peut pas rentrer en Europe. On reviendra très calmement. Laissez-moi finir. Le libre-échange prévoit, comme son nom l'indique, de libéraliser le marché sur un certain nombre de produits. Ne dites pas n'importe quoi. C'est vous qui dites n'importe quoi. Alors quoi, le CETA et le Mercosur, c'est des accords protectionnistes peut-être? Mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. C'est soit du protectionnisme, soit du libre-échange. Je vous explique. Voilà. Non. Mais si. Je vous explique que le mot libre-échange est mal adapté. C'est pas grave. Je vous laisse aller. Alors, on va écouter le point de vue de Jean Messia. Non, mais attendez, moi, ce qui me fait plaisir... Giuseppe Conte, qui sera peut-être remplacé par Matteo Salvini d'ici quelques mois. Alors, juste, je vous réponds à votre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette séquence, si vous voulez, Emmanuel Macron, en tout cas au sein de l'Europe, sur la forme, a l'air d'être quelqu'un de fort. D'abord parce que l'Allemagne de Merkel finit son mandat, elle est rattrapée sur le plan électoral par les écologistes, sans compter qu'elle est malade. L'Italie est empêtrée dans sa crise. Boris Johnson est lui empêtré dans son Brexit. Et donc sur la forme, Emmanuel Macron apparaît un peu comme celui qui représente cette Europe qui n'a pas de concurrence, si vous voulez, en Europe. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est en trompe-l'œil parce que Emmanuel, sur le plan mondial, est extrêmement isolé. Et on le voit, il donne des leçons à la Russie, à Poutine. Il donne des leçons à Bolsonaro. Il donne des leçons à la terre entière. C'est vous qui donnez les leçons, monsieur. Pardon ? En ce moment, c'est vous qui donnez les leçons. Non, je ne donne pas des leçons. J'analyse. Monsieur le député, le libre-échange correspond à une politique économique qui préconise de supprimer les restrictions douanières afin de laisser place à la libre circulation des biens et des services entre les pays sans intervention des gouvernements. C'est le glossaire économique. Donc allez d'abord vous renseigner sur ce qu'est le libre-échange avant de venir le commenter. Monsieur Messia. Reprise du désaccord. C'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Vous avez dit le libre-échange, c'est pas de libéraliser le marché. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Si, j'ai écouté et je crois qu'autour de la table, il y a un nombre de normes. Alors pourquoi les agriculteurs sont contre? Parce que les agriculteurs ont été induits en erreur par des gens qui leur racontent n'importe quoi. C'est-à-dire J'ajoute juste une petite nuance par rapport à ce que vous dites, Madame Cotta, c'est que l'Allemagne... qu'elle doit être grosse. Non, pas du tout. Non. Je pense que l'Allemagne, en réalité, n'a jamais abandonné son intérêt national. C'est-à-dire que sur ces 20 dernières années, pendant que la France construisait l'Europe, l'Allemagne construisait l'Allemagne. Si on lit, par exemple, mais bien sûr que si on lit, par exemple, l'accord du Mercosur, l'Union européenne et Mercosur, on voit bien que c'est l'Allemagne qui est la grande gagnante, puisqu'elle va exporter ses berlines dans les pays d'Amérique latine, alors que la France, elle, est la grande perdante, puisque notre production automobile s'est effondrée ces dernières années. On est aujourd'hui à un niveau de production automobile qui est celui de 1970. Alors que, justement, nous serons récipiendaires de tous les produits agricoles qui concurrencent directement entre agricultures. Donc l'Allemagne, dans cet accord, est gagnante, mais la France est perdante. Je ne mélange pas. Vous vous réjouissez de ce que vient de dire Emmanuel Macron sur le Mercosur. Non, mais Emmanuel Macron est un opportuniste. C'est-à-dire, au départ, dans son logiciel... Parole d'expert, monsieur. Parole d'expert. Mais vous me posez une question, vous me permettez d'y répondre. Parole d'expert. Emmanuel Macron, au départ, il a un logiciel néolibéral. Donc il croit dans la multiplication des accords de libre-échange qui vont fluidifier le marché mondial. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il a découvert, comme d'ailleurs pour la crise des Gilets jaunes, il a découvert, comme ça, spontanément, que les Français refusent ces accords. Il n'y a que 20% des Français, 20% des Français uniquement acceptent les accords de libre-échange, et notamment celui avec le Mercosur. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se dit, c'est impopulaire. Il a eu l'occasion, l'aubaine, l'opportunité, avec ces incendies qu'il a retransformés à sa sauce, de dire, finalement, le Brésil nous a menti, pour revenir dessus. Mais c'est de l'opportunisme. Avec les autres gouvernements européens pour mettre en place une taxation sur les GAFA. La taxation sur les GAFA est passée dans le Parlement français. Ce n'est pas une initiative de l'Union européenne. Arrêtez de dire vous n'importe quoi. Mais monsieur, je ne vous demande pas si c'est une initiative de l'Union européenne ou de la France. Mais si, ça change tout. Mais ça change rien du tout. Ça change rien. Ça change tout. L'Union européenne. Non mais la France. Non mais attendez. Quand la France décide quelque chose. Si la France décide quelque chose. C'est vous qui dites ça. Non. À qui se fier? Non, à qui se fier? À se fier à l'Europe lorsque l'Europe
l'Europe doit agir et à la France lorsque la France doit agir. C'est un principe de subsidiarité. On écoute Jacques-Marie Lefchian jusqu'au bout. La France ne peut pas prendre des décisions dans des domaines où elle n'a pas le poids et pas la taille. Elle peut se reposer sur l'Europe et ça, nous sommes tout à fait d'accord. On ne s'entend plus autour du plateau. Mais elle peut l'entraîner aussi. Voilà, mais quand la France est trop petite pour agir face à des géants comme les États-Unis, etc., là, une coopération avec l'Europe s'impose. Or là, on marche sur la tête. Monsieur Marie Lefchian est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le réel ne lui plaît pas, le réel a tort. Quand vous savez que l'élection de Donald Trump est liée uniquement à moins de 50 000 électeurs dans 3 États, Pennsylvanie, Ohio et Wisconsin, si ces 50 000 électeurs avaient voté un peu différemment, c'est pas Trump qui était élu, c'était Clinton. Et Clinton, je vous rappelle, avait près de 3 millions. Un mot sur la majorité qui a voté pour Emmanuel Macron en France. On serait très intéressé que vous fassiez le même rapport, le même tableau que vous faites de Donald Trump en essayant de vider le réel de Donald Trump, en le contournant, etc. On serait très intéressé d'avoir la même analyse, qui est parfaitement vraie aussi. Obama. On en revient toujours à la même chose, c'est à l'intérêt national. Les pays ne font que si leur intérêt national le commande de le faire. Non, c'est pas les pays. C'est pas les pays. Les pays ne vont pas faire quelque chose par idéal absolu, philanthropique. L'intérêt, ils veulent défendre. Compris, monsieur Marie Lefchian, c'est l'intérêt national. Il faut que vous arriviez à inoculer la question écologique et environnementale dans leur logiciel qui est national, qui n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Et surtout, non, mais attendez, surtout la richesse chinoise est quand même étalonnée par le dollar. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc la richesse chinoise ne vaut rien s'il n'y a pas le dollar. Ils sont les premiers détenteurs de bons du trésor. Poursuivre en clair ces deux pays, c'est France, Allemagne et puis on parle des États-nations. Des États-nations. Mais c'est mené par la Commission européenne parce que la Commission européenne, elle n'est pas sur ce portage-là du tout. La Commission européenne, elle est libre-échangiste. Le monde aujourd'hui est en train de redevenir un monde multipolaire dans le sens où nous avons plusieurs puissances. Non mais laissez-moi finir, je vous ai laissé finir. C'est un monde multipolaire. Nous avons le retour de grandes puissances. Alors jusqu'à présent, sous le double impact de la construction communautaire et du libre-échangisme promu par le GATT et puis l'OMC, nous avons un monde qui ces 40 dernières années s'est libéralisé, notamment l'Occident d'ailleurs, avec une pointe d'idéologie tiers-mondiste qui consistait à dire l'Occident en gros en a bien profité, maintenant les pays émergents doivent en profiter aussi. Ce qui explique qu'en fait l'Occident de manière générale et l'Union européenne de manière particulière a laissé tomber ces barrières douanières au profit d'un commerce qui n'est libre que dans un sens. C'est-à-dire, encore une fois, la Chine peut exporter chez nous ce qu'elle veut, elle sera quasiment pas taxée, alors que nous, lorsque nous exportons en Chine, non seulement nous payons des taxes, il y a des barrières non tarifaires, et lorsque vous exportez, vous êtes obligé de faire pour les Chinois un transfert de technologie qui, du coup, pour le coup d'après, leur permet d'être encore plus efficace. Donc, par rapport à ça, non mais je termine. Pas du tout. Mais non, c'est la diplomatie. Par rapport à ça, comme disait le général de Gaulle, le monde n'a pas d'amis, les pays n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Nous, il est temps que nous fassions valoir nos intérêts nationaux. Il est temps que nous protégions nos industries, que nous protégions nos marchés du travail. Non, vis-à-vis de pays prédateurs comme la Chine, et ce n'est pas le seul, comme le fait Donald Trump. Donc Donald Trump est en train d'équilibrer, après 40 années de libre-échangisme et de laisser-faire, il est tout simplement en train d'équilibrer un échange profondément inégal, qui explique d'ailleurs le déficit abyssal qu'il a avec la Chine, pour essayer de le limiter. On ne peut pas lui en vouloir. Par contre, on peut nous en vouloir à nous. Vous voyez ce qui se profile aujourd'hui de ce qui va se passer en Grande-Bretagne. Sur une pluie de sauterelles. Eh bien, on va voir. Le feu du ciel qui va s'abattre sur la Grande-Bretagne, c'est ça? Alors, vous aurez exactement, vous savez, le 1er novembre au matin, je pense que vous aurez exactement la même tête que le 4 novembre 2016. Ah, mais je vous parle pas du premier. Quand Donald Trump a été élu, alors que vous étiez couché avec Clinton, président de la République. Pas du tout, pas du tout. Donc je vous aurez exactement la même tête. Je vous parle pas du jour d'après. Je vous parle pas du jour d'après. Je vous parle pas du jour d'après. Puisque vous parlez du Brexit, c'est quand même assez curieux que la majorité que vous représentez nous explique à longueur de journée que le libre-échange avec j'en fais partie, monsieur. Oui, mais si vous la représentez, le libre-échange avec des territoires qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de la France est parfaitement faisable, comme avec le Mercosur, le CETA, etc. Alors qu'avec un pays comme la Grande-Bretagne, qui est actuellement dans le marché commun, vous nous expliquez que faire... Dans le marché commun et dans l'Union européenne, mais la question porte sur le marché commun, c'est-à-dire le maintien... Ça n'existe plus, le marché commun, monsieur. Non, oui, mais d'accord, mais si l'union douanière, alors si vous voulez, l'union douanière, bon...
Vous êtes en train de nous expliquer que le libre-échange avec des zones qui sont à des milliers de kilomètres de la France, c'est parfaitement faisable, parfaitement possible et très facile. Et le libre-échange avec la Grande-Bretagne au lendemain de la sortie de l'euro est quelque chose d'infaisable, de totalement impossible. Vous n'avez pas dit ça, monsieur. C'est totalement contradictoire. Vous n'avez pas dit ça. Demain, si la Grande-Bretagne... Demain, si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, oui. D'accord, donc le 1er novembre, le jour d'après, oui. J'ai peine à croire que l'Union européenne ne remplace pas son appartenance à l'Union douanière par un accord de libre-échange aussi simplement qu'elle le fait avec le Mercosur, avec le CETA, avec certains pays asiatiques. Monsieur, voilà. Moi, j'ai pas de souci. Donc il n'y aura rien. Arrêtez de faire peur aux gens. Il n'y aura rien. On va pas passer des heures sur le Brexit. Invitez-nous tous ensemble dans quelques mois. On en reparlera. Voilà, le 31 octobre ou le 1er novembre, effectivement. Non, il ne se passera rien le lendemain. Vous serez peut-être sur ce plateau pour le commenter. On va retourner. Le Brexit va être une catastrophe, que ça va être une pluie de sauterelles. Il ne s'est rien passé. La situation économique de la Grande-Bretagne est bien meilleure que celle de l'Union européenne. Mais bien sûr que non, monsieur. Alors là, c'est franchement n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. Le taux de chômage britannique, vous pouvez me le rappeler? C'est pas le sujet. Ah non, bien sûr. C'est parce que c'est pas ça rentre pas dans votre